Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Hamilton confirme qu'il a eu une bonne première année en tant que coéquipier avec son équipier actuel, Russell, du coup. Voyons ce qu'il a dit Lewis. Je pense que tout s'est bien passé, il y a eu beaucoup de croissance chez Mercedes entre nous. J'ai travaillé avec de nombreux pilotes auparavant, donc c'était peut-être plus normal pour moi, mais pour lui c'était probablement plus un ajustement, car il était nouveau dans l'équipe, c'était la première fois qu'on travaillait ensemble. Ça a été formidable de travailler avec lui, en faisant avancer la voiture techniquement en termes de réglage. Ça a été une bonne première année en tant que coéquipier. Bon ben voilà, espérons que ça dure comme ça et que ça finisse pas comme Rosberg et Hamilton du coup en 2016. Entre les deux, je pense pas, parce que Russell n'a pas non plus le même caractère que Rosberg. Ils sont pas de la même génération, donc je pense pas que ça tourne au vinaigre à ce point-là. Après, on sait jamais, hein. Si vraiment la voiture domine 2023 ou 2024 et qu'ils jouent le titre tous les deux, par exemple, ce qui paraît peu probable, mais bon, on sait jamais. Attention quand même à surveiller. Voilà donc pour cette courte interview de Lewis Hamilton. Je vous laisse commenter. Aston Martin a pour objectif de faire aussi bien, au moins aussi bien. Ouais, il va pas se contenter de ça, Alonso, les gars. Hein. Faire 6ème au classement constructeur, c'est pas ça qu'il veut, lui. Hein. 6 ou 7 d'ailleurs, je sais même plus combien ils ont fini. Ce que cette équipe a gagné de sa relation avec Mercedes, c'était immense. Et alors que nous dirigeons vers l'avenir, et que nous faisions les choses à notre manière, nous sommes conscients que nous devrons faire au moins aussi bien, si ce n'est mieux dans les années futures. C'est une capacité qu'il faut développer avant même de pouvoir parler de prendre des décisions. Après un début de saison difficile, Aston Martin a réussi à se hisser à une 6ème place, partagée au championnat du monde des constructeurs. En effet, elle s'est retrouvée à égalité de points avec Alfa Romeo. Ah oui, c'est ça, ok. As, AlphaTauri et Williams sont terminés derrière Aston. Bon. Bah, disons que, bon, Alonso, il vient d'une équipe qui a fini 4ème au championnat constructeur. Donc, faut au moins faire aussi bien que Alpine l'année prochaine, sinon il va pas être content, Fernando. Il va encore foutre le bordel dans l'équipe. Si c'est fait pas comme il veut. Donc, à vous de voir après. Bon. Je vous laisse donc commenter ça. Ciao, ciao. Alors, AlphaTauri a dévoilé la date de présentation, enfin le lieu de présentation et la date aussi, le 11 février. Ok, très bien. Ils seront en direct à New York. L'événement aura lieu durant la Fashion Week. Ouais, alors par contre, à mon avis, le live sera soit très tôt le matin, soit très tard à la nuit, quoi. Alors après, faut voir. Je sais pas, ils vont peut-être se débrouiller pour avoir une heure décente. Donc le 11 février, ça sera un samedi apparemment. New York City, en direct de la Fashion Week. AlphaTauri est la 3ème équipe. Après Aston et Ferrari a dévoilé la date. Bah, ça sera la première du coup, puisque Aston c'est le 13 et Ferrari le 14. C'est pas illogique hein, que ce soit pendant la Fashion Week, vu qu'AlphaTauri est une marque de fringues. Du coup, ça paraît effectivement logique que ce soit durant la Fashion Week. On n'a pas l'heure de présentation, donc je sais pas quelle ça sera, dommage. Donc voilà, ce sera pour l'instant, en tout cas, la première à dévoiler sa monoplace, AlphaTauri. Et les autres annonces vont s'enchaîner, hein, de toute façon. Allez, ciao, ciao. Et encore un décès d'un ancien pilote de F1, Philippe Streff. Il n'aura pas passé 2022, le pauvre. Terrible. Il comptait 53 départs en Grand Prix entre 84 et 88 et était tétraplégique suite à un accident aux essais privés du Brésil. Il est mort à l'âge de 67 ans. Champion de France de Formule 3 en 1981, le natif de l'Isère a évolué en Formule 2 les 3 années suivantes avant de sauter dans le grand bain de la Formule 1 lors du dernier Grand Prix de la saison 1984 sous les couleurs de l'écurie officielle Renault. En 1985, Philippe Streff effectua à nouveau quelques piges, toujours en fin de saison, pour les équipes Ligier et Tyrrell, avec une belle 3ème place avec Ligier lors de la finale en Australie, qui restera son meilleur résultat en F1. C'est toutefois au sein de l'équipe Tyrrell qui allait évoluer à temps plein en 86 et 87, sinon notamment une 4ème place au Hockenheim. Cette dernière année, en 88, Streff décide d'embarquer à bord d'un projet 100% français avec l'équipe AGS. Une saison toutefois difficile, marquée par de nombreux abandons. Cette équipe était nulle, hein, clairement, hein, l'une des pires de la Formule 1. C'est en préparant la saison 89, toujours avec AGS, qu'il était victime d'un grave accident lors d'un essai privé sur le circuit de Jaracepaguá au Brésil, un accident qui le laissait tétraplégique et le contraignait à stopper son activité de pilote. Ah, terrible. Il n'aurait jamais dû s'associer à AGS, en fait, ça lui a ruiné sa vie. C'est terrible de dire ça, mais c'est la vérité, quoi. Malgré son handicap, Philippe Streff est resté actif dans le sport auto. Il fut l'instigateur des fameux Masters de karting de Bercy, qui réunissaient les meilleurs pilotes de F1,
les jeunes talents volant de karting entre 93 et 2001. A noter que l'édition 2000 fut remportée par un tout jeune espoir prometteur de 15 ans, un certain Lewis Hamilton. Tiens, donc j'ai déjà entendu ce nom-là, quelque part. Philippe Streff est décédé ce vendredi 23 décembre, à l'âge de 67 ans, quelques semaines seulement après la mort de Patrick Tambay, qui fut son équipier chez Renault en 1985. Bon bah voilà. Terrible nouvelle. Les condoléances pour la famille, évidemment. Repose en paix, Philippe. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao, ciao. David Croft conteste la défense de Red Bull selon laquelle les dépenses excessives n'ont entraîné aucun avantage. Ouais, certains vont dire David Croft est anglais, il est pro Mercedes, pro Hamilton, pro Russell, anti-Red Bull. Ce que vous devez regarder, c'est quels sont les coûts pertinents et quels sont les coûts pertinents dans le cas du plafond. Et qu'y a-t-il en dehors de ce plafond? Donc, a déclaré Horner, notre point de vue est que nos coûts pertinents sont dans le plafond. Maintenant, évidemment, nous sommes en discussion avec la FIA. Bon, ok, ça on a déjà vu. Alors, passons à la déclaration de Croft, quand même, c'est ce qui nous intéresse. Il n'était pas d'accord avec cette évaluation et a déclaré que tout type de dépenses excessives aurait un avantage pour une équipe. Il a également suggéré qu'il y avait une ombre qui planait sur la victoire du titre de l'équipe. Il y a une ombre qui plane au-dessus, a déclaré au diffuseur Sky Sports dans une revue de la saison 2022. C'est une honte pour Max Verstappen parce que ce n'est pas la faute de Max si l'équipe est sortie et a dépensé plus de 432 000 livres. Je comprends parfaitement que le camp Verstappen n'est pas très heureux. Et cependant, Red Bull dit qu'il n'y a aucun avantage, il doit y avoir un avantage car ils étaient la seule équipe à avoir dépensé plus que le plafond de coûts autorisé. Donc à cet égard, il doit y avoir un avantage d'une manière ou d'une autre à ce dépassement. Quels que soient les avantages que Red Bull a reçus ou non pour 2022, il ne fait guère de doute qu'ils entrent dans la saison 2023 sur le pied arrière, en étant donné les restrictions qui leur sont imposées. L'équipe basée à Milton Keynes a déjà eu le moins de temps dans la soufflerie après avoir remporté le championnat des constructeurs, mais ça a encore diminué lorsque la FIA leur a accordé une réduction de 10% en guise de pénalité pour avoir enfreint le plafonnement des coûts. Newey a dit que ça n'aiderait pas, bien sûr, il est extrêmement difficile de savoir quel effet ça aura. Nous avons déjà eu une petite pénalité en remportant les constructeurs, puis nous aurons cette pénalité supplémentaire à cause des manigances du plafonnement des coûts. Des manigances. C'est vous qui les faites, les manigances. Hein. Alors comment ça va nous affecter, c'est difficile à savoir, mais on doit juste faire du mieux qu'on peut. Très bien. Eh ben, j'espère qu'ils ont compris la leçon, qu'il y a même les dépenses nourriture médicale ou je ne sais quoi, ça sera pas hors budget du coup. Hein, ou sinon, changez de comptable, les gars, si vous n'avez pas fait exprès. On peut comprendre, hein, peut-être qu'ils n'ont pas vraiment pas fait exprès, mais bon, il faut changer de comptable alors. Parce qu'après, vous vous faites pénaliser bêtement, quoi. Donc, comme j'ai déjà dit, j'espère que le budget 2022 des équipes sera révélé avant octobre 2023, qu'on sache ce qu'il en est, quoi, dès le début de saison. Hein. Mars-avril, ça serait pas mal. Parce que là, attendre octobre pour avoir le budget 2021, franchement, c'est ridicule. Hein. Honnêtement, bon, faut arrêter, quoi. Voilà pour cette interview de David Croft.